Salut à tous. Salut. Bon, alors, on l'avait prédit, pendant les vacances, on va faire un peu plus light. Donc voilà, on fait l'épisode, l'un des deux épisodes, on va en faire toutes les 2 semaines de Restons connectés, le podcast actu, enfin en tout cas la version actu du podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Et là, on est à l'épisode 8 de ce podcast d'actu. Pas mal d'actualité puisque justement quand on élargit le temps, quand c'est plus toutes les semaines, forcément il y a plus de choses à dire. Mais voilà, on a essayé de choisir on va dire les infos les plus importantes entre guillemets. On va essayer de laisser de côté justement les dingueries russes pour une fois, et on va rester sur du plus carré. Et on va commencer juste avant de parler d'actualité, d'une dédicace qu'on va faire à un ami à moi, Babs Trawals, que justement je connais depuis très longtemps parce que quand j'étais ceinture blanche de jiu-jitsu brésilien, que j'étais chez Akio à l'époque, il était déjà, je crois, si je dis pas de bêtises, déjà bleu ou violette. En tout cas, il était plus gradé que moi, et ceinture noire de judo, si je me trompe pas. Donc je le connais depuis maintenant plus de 10 ans. Et donc avec lui et Fight IQ official, on va dire en américain, official. Ils ont sorti des cartes, en tout cas ils sortent des cartes à 100 exemplaires sur des combattants français qui sont signés en fait par ces combattants-là. Et donc voilà, j'ai trouvé ça super sympa parce que les cartes elles sont super belles. On a des combattants de Ares comme Jordan Zebo, Michael Marisardi. On a aussi Abdouragimov. Enfin, c'est voilà des combattants qui méritent d'être connus et qui sont peut-être pas assez mis en avant. Et donc cette initiative, elle est pas mal, je trouve. Elles sont belles les cartes en plus, elles sont stylées. Tu peux faire une belle collection. Ouais, elles sont mises sur T'as une idée du tarif? Non, j'ai pas d'idée du tarif. Donc si Babs, tu veux le mettre en commentaire, ça sera avec plaisir. C'est vrai que j'ai oublié de lui poser la question. Je me suis fait la réflexion, mais j'ai oublié de lui poser la question. Donc j'ai pas d'idée du tarif, mais en tout cas, c'est vrai qu'elles sont pas. Est-ce que y a une part de l'achat qui revient en combattant? Tu vas trop loin. Je sais pas. Non, tu sais pas? C'est Ok. vrai. En fait, on en a parlé rapidement, et c'est vrai que j'ai pas eu le temps de poser toutes les questions. Mais ça pourrait être à creuser, effectivement. Et mais allez voir, hein, de toute façon, Fight IQ Official, et il y aura peut-être des infos dessus. Euh, Ce que j'ai aimé, en fait, et ce que je lui ai dit, c'est que ça me rappelle, en fait, nous, notre jeunesse, enfin, en tout cas la mienne. Toi, t'es un peu plus jeune que moi, mais on faisait les collections de cartes Panini, tu sais. Il y avait les cartes Panini, et puis après, il y avait les cartes aussi Dragon Moi, Ball. c'était les cartes Pokémon, moi, ma génération. Ouais, bah voilà. Mais moi, c'était Dragon Ball, tu sais, à cette époque-là, mais il y avait aussi des cartes de basket, il y avait des cartes, on avait des cartes pour tout à l'époque. Donc, on jouait avec, tu sais. Tu faisais ce jeu-là où tu tapais avec ta main, fallait la retourner? Ouais. Ouais, donc voilà, on faisait ces trucs-là où on faisait que se niquer la main, d'ailleurs sur du béton, mais c'était pas mal. Et donc ça m'a rappelé cette époque-là, et c'est bien de revenir sur un format comme ça, voilà, cartonné, tu vois, même si c'est plastifié, mais cartonné, tu vois, c'est pas mal, tu vois, plutôt que à l'ère des NFT où tu as tout sur informatisé, tu vois, j'ai trouvé ça sympa. Donc belle initiative, et c'est bien de mettre les combattants français en avant. Donc est-ce que ça va s'étendre? Parce que là j'ai vu des cartes du RS, est-ce qu'il y aura d'autres combattants français? Je sais pas. J'ai pas regardé, mais en tout cas j'aime bien. J'aime beaucoup l'idée. Donc voilà, petite dédicace pour commencer ce podcast. Alors, maintenant on va passer aux actus. Et la première actu, c'est un suivi de dossier sur Monsieur Francis Ngannou. Donc, on savait avec le PFL, il avait un combat de boxe anglaise qui devait être programmé. On savait pas encore par qui. Ça devait être presque 100% sûr que c'était. Donc, je dis bien presque 100% sûr. Ça veut rien dire, mais c'est pas grave, on le dit quand même. Que c'était normalement. Comment il s'appelle ça y est, ça commence. Fury? Wilder. Wilder? Non, Wilder, qui avait signé au PFL, il devait faire un combat en anglaise et un combat en MMA face à Ngannou. Et Fury s'était un peu tombé aux oubliettes parce que Fury voulait se concentrer sur la boxe anglaise, parce qu'il devait peut-être affronter Usyk, parce que il y avait pas mal de choses comme ça qui faisaient que ça devait pas se faire. Après, il y en a qui parlaient de faire ça sous forme de combat gala où il y aurait pas de KO. Enfin, tu sais, c'est toi qui m'avais dit ça. Ouais, Où, ouais. Au début, il voilà. parlait de ça. Alors, il y a eu tout il y a tout eu sur ce combat. Il y a eu le fait que ce soit avec des mitaines de MMA, que ce soit Oui. dans une cage. On a tout entendu. Perso, j'y croyais plus, hein. On en avait parlé juste avant. On n'y croyait plus du tout. Et franchement, respect à Ngannou.
Parce qu'à chaque fois qu'il a un truc en tête, il va au bout, il le fait, il le concrétise. Là, Dana White, il doit s'arracher le peu de cheveux qui lui reste. Oui, il avait appelé Fury pour combattre contre John Jones. C'était ça, normalement. Il voulait absolument que ça se fasse. Et Donc tu ouais. vois aussi le fait qu'il insiste autant pour organiser ça contre John Jones, c'est qu'en sous-marin, il devait savoir que c'était en train de se concrétiser peut-être du côté d'Ngannou. Il faut pas oublier que Dana White, son premier métier, c'est promoteur de boxe anglaise. Ouais. Donc il doit avoir tous les contacts pour être au courant des dernières news. Et il devait sentir le truc se préparer. Ah oui, oui, je pense qu'effectivement, il a toutes les connexions. Et là, donc, ça a été acté. Le combat va se passer, donc c'est officiel, hein, contre Tyson Fury, donc qui est, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que tout le monde le sait, champion du monde WPC, en Arabie Saoudite le 28 octobre 2023. Voilà, on n'en sait pas beaucoup plus sur comment ça va se dérouler, combien de rounds, le Alors, règlement. si, c'est 12 rounds. C'est le règlement. C'est le règlement officiel, hormis que la ceinture n'est pas mise en jeu. Oui, non, c'était ça. C'était surtout ouais, sur la ceinture. On savait pas. C'est dit là, c'est acté parce que c'était pas acté encore sur la Non, ceinture. elle est pas mise en jeu. Et de ce que j'ai lu, le combat ne comptera pas dans le palmarès de Fury. Donc, D'accord. il met quand même sa petite précaution, tu vois. Au cas où il Même se passait si, quoi. en soi, que ça apparaisse ou pas, si tu perds aux yeux du monde. Donc, ça change rien du tout. C'est vrai. Tout ce qu'on sait, enfin en tout cas moi tout ce que j'avais comme info, c'est que Ngannou allait toucher 8 millions. Donc ça c'est le salaire fixe. Ah non mais salaire Non, non, fixe. c'était une erreur. C'était une erreur. J'ai lu où il disait 8 millions et en fait, ils se sont trompés. Ils voulaient dire 8 chiffres. Hein, parce que ça me paraissait peu moi aussi. Hein. 8 millions, c'est beaucoup trop peu. J'ai tilté tout de Ah suite. Je oui. me suis dit 8 millions, c'est ce que l'UFC lui a proposé pour le renouvellement de contrat. Donc, c'est rien du tout, tu vois. Alors, ça m'a paru peu. Après, je me suis dit, bah, de toute façon, après, ça peut être le salaire fixe. Et puis après, derrière, on sait qu'il y aura les pay-per-view, on sait qu'il y aura d'autres rentrées d'argent à côté, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, alors ça, c'est le salaire fixe. Après, il y aura quelque chose qui fera qu'il touchera 50 millions, j'en sais rien. Mais en tout cas, d'accord, ok. Mais attends, tu les as Non, eu non, toutes ces infos? Parce que moi, j'ai recherché encore tout à l'heure et j'ai pas trouvé d'infos supplémentaires. Ah, bah, j'ai vu un lien, c'était Ariel Alwani qui parlait de ça, je crois. Où il disait que D'accord, c'était une erreur et que ils ont mal compris que c'était 8 chiffres. d'accord, ok. Donc, 8 chiffres, ouais, ça me paraît un peu plus logique aussi parce que Ah quand tu oui, vois ce qu'avait ça pris fait entre, voilà, McGregor, ouais, donc, ouais, euh, donc clairement. oui. Et Surtout surtout qu'on que sait que l'Arabie Saoudite, ça paye. Et oui, et surtout, moi, ce qui me paraissait bizarre, et c'est pour ça que enfin, je suis d'accord avec ce que tu dis, parce que il disait que même Fury n'avait jamais touché un salaire comme ça, n'aurait jamais touché un salaire comme ça. Donc c'est pour ça que je me disais, bon, après, bon voilà, là c'était le salaire d'Ngannou, on sait pas ce qu'aurait touché Fury, tu vois, derrière, il n'y avait pas l'info. Mais oui, effectivement. Et effectivement, soi-disant que ça va être une énorme carte avec des combats extraordinaires aussi sur cet événement-là. Enfin, qui vont vraiment mettre les moyens sur cet événement. Donc, Je t'en avais parlé et à la base, ils voulaient faire un vrai tournoi de boxe anglaise. Ils voulaient faire un tournoi. Ils voulaient faire Wilder Joshua, je crois, Usyk Fury et Ortiz contre je sais plus qui, parce que boxe anglaise c'est pas mon domaine, mais voilà, ils voulaient faire ça. Ils voulaient faire un gros tournoi comme ça en réunissant tous les meilleurs. Bon là, ça sera, je pense que le main event c'est Fury Ngannou. On va voir ce qu'ils mettent derrière, s'ils arrivent à mettre en place Wilder Joshua. ouais. Ah, ça serait énorme. Ça serait Ouais. énorme. Donc ouais. Mais en tout cas, voilà, bel événement. C'est sympa de voir que ça va se concrétiser. Pour le coup, enfin moi, de toute façon, là, ça fait quelques temps que je suis team Ngannou. Hein. Je suis pas team Dana. Donc oui, non, non, c'est bien de voir que c'est lui qui a le dernier mot, tu vois. T'as même Cormier qui s'est excusé sur le J'ai vu fait ça. de. Il lui a dit, écoute, je te respecte, t'as fait tout ce que tu voulais et voilà, c'est vraiment pour le coup, voilà, il force le respect. Il force le respect. C'est très bien. Et pour rester sur le sujet Ngannou, tu as le KSW qui lui propose au PFL Ouais, de combat entre le champion poids lourd du KSW contre Ngannou, ouais, en disant j'ai qu'il vu a ça. entièrement la capacité de le vaincre. Donc est-ce que ça va aboutir après derrière ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, ça pourrait faire un premier adversaire, en tout cas, pour la carrière MMA PFL de Ngannou. Ouais. Bon, après, honnêtement, je pense pas que le PFL, ça soit à son avantage d'organiser le premier combat d'Ngannou contre un champion d'une autre orga. Imagine que le mec du KSW gagne. Ouais, Je pense qu'il préférerait que ça soit le champion actuel du PFL qui batte Ngannou. Tu vois, en disant, voilà, nos gars sont solides. oui. Ouais.
Qu'est-ce qu'on en pense de ce combat de boxe anglaise? Donc ça, sur le papier, c'est bien. C'est une belle revanche de la part d'Ngannou, en sachant qu'il a dit qu'il avait touché 4 millions en tout dans toute sa carrière UFC, hein. Donc là, il allait tripler. Je crois qu'il a dit qu'il allait tripler en fait le salaire de toute sa carrière UFC avec ce combat-là. Donc, on verra. Mais je pense que même plus que ça, puisque ça fait que 12 millions. Donc non, je pense que ça sera plus que ça. Est-ce qu'il a une chance de gagner en anglaise? Franchement, c'est minime. C'est minime. Maintenant, on sait que quand il y a un mec qui a autant de punch, t'es obligé de lui laisser quelques pourcents, tu vois. C'est obligé. Mais Mais quand tu sais que Fury a réussi à maintenir en respect Wilder, qui a sûrement autant de punch que Ngannou, parce qu'en termes de KO, voilà, il faut compter sur lui aussi, mais qui a une boxe anglaise meilleure, parce que c'est son métier. Donc même si c'est pas le plus technique des boxeurs, il a quand même une belle boxe anglaise. Après, est-ce que Ngannou va pas lui foncer dedans, tu sais, faire comme une Rozenstruik et puis boum, salut, on l'éteint, tu vois ce que je veux dire? bah, Mais en j'ai quand même vrai, du mal à. je sais plus quelle analyse disait ça, mais je crois que c'est la meilleure solution, hein. Parce que s'il veut la jouer sur le long terme, déjà, il n'aura pas le cardio pour tenir 12 rounds en anglaise. On Ouais. peut dire ce qu'on veut, mais c'est pas du tout le même sport. Même s'il fait une prépa, même s'il fait tout ce qu'il veut, son premier combat de boxe anglaise en 12 rounds, il ira pas au bout en termes de cardio. Ouais. Et donc la meilleure carte, ça serait de lui foncer dessus et de tout donner sur les deux premiers, tu vois. Mais bon, Fury, il est Mais expérimenté, hein, il le sait, hein. puis il sait très bien gérer le ring. Il a des déplacements de malade. Il a des Il va esquives et un coup d'œil. accrocher. Il va accrocher, il va pourrir le combat, en fait, justement, sur les premiers rounds. Ah, j'ai du mal à voir quand même Ngannou gagner, hein. Ah, Donc, moi aussi. Aussi. en tout cas, Ngannou veut gagner absolument parce qu'il y a une clause de revanche dans ce cas-là. Pas sûr de l'autre côté, si c'est Fury qui gagne. Mais en tout cas, voilà, si c'est Ngannou qui gagne, il y a une clause de revanche. Donc, pour maximiser ses gains, il a intérêt à faire en sorte qu'il puisse remporter ce combat. Voilà. Suite au prochain épisode, là, il va être en prépa. On va voir ce que ça va donner. Je pense qu'il y aura des infos qui vont sortir au fur et à mesure. Si on a des infos, on vous les redonnera. Georges Saint-Pierre va faire son grand retour en grappling. Pardon, excusez-moi. Donc, va faire son grand retour en grappling lors de l'UFC Fight Pass Invitational 6 le 14 décembre. Donc on en parle beaucoup là de cette UFC Fight Pass Invitational. On en a parlé la dernière fois. Là, donc c'est Georges Saint-Pierre qui croit énormément dans le grappling et le jiu-jitsu brésilien et qui pense vraiment que cette discipline va prendre de l'ampleur et va exploser. Donc, il veut apporter sa pierre à l'édifice en participant à cet événement-là. C'est bien. Je suis content qu'il revienne sur un événement. Déjà, c'est toujours un plaisir de revoir Georges Saint-Pierre. Et en grappling, en plus, quand on voit qu'il travaille avec Danaher, quand on voit qu'il travaille avec Gordon Ryan, quand on voit que c'est un proche de Roger Gracie, qu'il tourne aussi avec Braulio Estima, enfin, il est proche de toute façon des Gracie, vu qu'il vient de la Renzo à la base. Donc voilà, on sait qu'en ce moment, il travaille énormément. On le voit de plus en plus en train de tourner en grappling. C'est bien. Je suis content de voir le fruit de ce travail-là. On sait que s'il revient, c'est qu'il sera bien préparé. Même s'il fait ça pour s'amuser, il a quand même l'instinct de la gagne. Donc c'est cool. C'est cool de le revoir et puis de le revoir aussi rapidement. Et en plus, pas que sur un one-shot. Il a dit que ça serait vraiment, ça serait quelque chose dans lequel il voudrait s'installer. Ouais, j'ai lu ça. Ouais, franchement, c'est cool, hein. Mais j'aime beaucoup déjà ce format qu'ils ont fait l'UFC là. C'est cool de voir et des mecs du jiu-jitsu et des mecs du MMA. Bon, là, il y a essentiellement des vétérans, mais franchement, c'est bien. J'ai hâte de voir ça. J'ai vu qu'il avait demandé peut-être Nick Diaz, Oui, en fait, il veut que ça se passe contre un combattant un de MMA. vétéran du MMA. Ouais, pour son premier en tout cas, pour son premier combat. Ouais. Donc, il est pas fou, hein. Il sait qu'il va pas prendre quelqu'un du grappling tout de suite. Il a pas le niveau pour ça. Il faut que ça soit quelqu'un du MMA. De toute façon, ça collerait avec ce qui se passe là quand ils organisent. Par exemple, là, on a vu Teixeira contre Anthony Smith. Donc c'est la même chose. Donc effectivement, alors Khabib, tout le monde veut Khabib, mais bon, il est pas dupe là-dessus. Il sait très bien qu'il va rester à la retraite et que voilà, il y aura pas ce combat-là, ça se fera pas. Après, ça serait cool, hein, si jamais il acceptait de le faire. Mais bon, comme je vous l'ai toujours dit, je pense qu'il ne veut pas entacher sa legacy. Et donc, aussi au-delà de ça, il veut rester sur son palmarès vierge et qui ne reviendra pas. Donc, Nick Diaz,
Il pense qu'il est meilleur grappleur que lui, mais que ça peut faire un combat intéressant. Sinon, il parle de Ousmane ou Covington, même s'il Ouais. sait que avec leur calendrier, en fait, c'est pas réaliste. Même si en ce moment, leur calendrier, il est plus que réaliste, hein, parce qu'il n'y a rien. Que ça soit Ça, Covington ou que ça soit. ça m'intéresse. Ça Ouais, m'intéresse plus que Nick Diaz, ouais, moi aussi. clairement. Parce que je vois Georges Saint-Pierre au-dessus de Nick Diaz, surtout actuellement. Ouais, Au vu de la dernière sortie de Nick Diaz, bon, Georges Saint-Pierre, ça fait un moment qu'on l'a pas vu, mais on sait que il a une discipline à toute épreuve et qu'il reste au top. Hein. De toute façon, tout le monde le dit. ah Hein. oui, Tous les mecs qui s'entraînent avec lui disent que c'est le Georges Saint-Pierre d'avant. Le mec est quasiment aussi fort. Donc c'est ouais, un truc de ouf. Et il a ce qu'il faut, en fait. Il a le jeu pour dominer Nick Diaz, tu vois. oui. Oui, oui, il a le jeu pour le dominer avec sa lutte et tout ça, mais bon, après, ça reste du grappling et on sait que Diaz, il a quand même un jeu sur le dos qui est très intéressant. Enfin, tu vois, il est bon sur le dos, que ça soit enfin, après, alors voilà, il est bon sur le dos, il est très offensif, il sait attaquer. C'est pas le plus grand soumetteur de la famille, on en parlera tout à l'heure avec la question auditeur, mais c'est plus Nate Diaz qui a un ratio de soumission qui est plus intéressant. Maintenant, le problème, c'est que toutes ces personnes-là qui sont à l'aise sur le dos parce qu'ils ont des mouvements de hanche qui sont importants, enfin qui sont fluides, en fait, qui sont à l'aise avec ça, quand tu tombes face à un lutteur comme Georges Saint-Pierre et un lutteur dans l'objectif grappling, pas lutteur pur lutteur qui laisse de Ouais. l'espace. Qui Georges arrive à Saint-Pierre, il va pas bloquer laisser tes hanches, d'espace. c'est Voilà, fini. c'est fini en fait. C'est ça. C'est que tu peux plus t'exprimer. Tu pourras plus sortir tes hanches, tu pourras plus attaquer de jiu-jitsu, tu pourras plus faire de langouste, tu pourras plus rien. En plus, s'il travaille avec Danaher et avec Gordon Ryan, le bodylock fera partie de l'arsenal. Donc, avec le bodylock où tu viens vraiment justement coincer les hanches de ton adversaire, je pense qu'il va lui passer la garde comme il le veut et ça, ouais, non, ça va être un carnage. Et oui, moi j'aimerais bien voir. Alors, Ousmane en grappling, non, je pense pas. En fait, moi, le Ousmane et le Covington, je veux le voir juste pour la lutte. Parce qu'on a souvent comparé qui est le meilleur lutteur des 77. Parce que Georges Saint-Pierre, c'est un lutteur de fou. Ouais. Ousmane, il a une défense de fou. Et franchement, j'aimerais beaucoup voir ça. Franchement, juste pour la lutte. Le sol, je m'en fous. Faites un combat de lutte. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Donc ouais. Mais c'est intéressant. Mais j'ai hâte de connaître l'adversaire quand même, parce que le 14 décembre, ça va arriver vite. Hein. Enfin, ça va arriver vite, c'est dans 6 mois. Hein. Mais j'aimerais bien connaître l'adversaire quand même, avoir une petite projection à ce niveau-là. Donc, à Ouais. voir. Mais c'est une excellente nouvelle. Vraiment une excellente nouvelle. Euh, John Jones va affronter Stipe Miocic. Donc ça y est, Officiellement, c'est ça y est. officiel. Ouais. Donc, ils vont s'affronter à l'UFC 295 le 11 novembre au Madison Square Garden. Donc, c'est ce qui était prévu à la base, sauf que Miocic, il faisait le mort. D'ailleurs, il y a une période où c'était Miocic qui faisait le mort, il y a une période où c'était John Jones qui faisait le mort. Donc, voilà. Visiblement, les deux ont ressuscité. Et visiblement, ils ont décidé de s'affronter. Donc c'est bien. Donc, ça met un stop pour l'instant. Après, on ne sait pas ce qui peut se passer jusque-là, mais d'ici là, mais en tout cas, ça met un stop à Pavlovich, qui voulait affronter John Jones. Donc, c'était plus lui qui était pensé, qui était pressenti à ce moment-là. Je pense qu'il sera quand même en backup quand même du combat. Mais, C'est sûr. euh, mais c'est bien. C'est bien d'avoir ce combat d'organiser. Je trouve que c'est cohérent, tu vois, plus que John Jones contre Pavlovich. Enfin, tu vois, Moi, je ça trouve reste. pas. Moi, je trouve pas. Moi, je trouve pas. Hein. Franchement, Stipe, il reste sur la grosse défaite contre Ngannou. Depuis, il a disparu. Ouais. Il a disparu aussi bien dans la cage que médiatiquement. Non, Ouais. pour moi, non. Il mérite pas. Il mérite pas. Alors, J'aurais voulu le voir faire un combat avant, tu vois. oui, mais le problème, c'est que ça peut pas Là, se en fait, passer. c'est une récompense. On lui donne une récompense pour Ah, sa voilà. carrière, en fait. Ah oui. Mais ça me choque pas. Ça me choque pas. Le mec, il a affronté tout le monde. Il a fait 3 combats contre Cormier. Il a affronté Ngannou 2 fois. Enfin, tu vois, il a fait de sacrées guerres. C'est le Ouais. champion, le champion, comment dire, C'est le GOAT des euh, poids lourds à le l'UFC. GOAT des poids lourds Qui a parce le que plus s'il de a le plus défenses de de défense. titre. Et là, surtout, s'il gagne contre John Jones, en plus de ça, ça sera le premier poids lourd à l'UFC à être triple champion. C'est-à-dire à gagner 3 fois la ceinture, regagner 3 fois la ceinture. Donc, moi, pour ça, c'est ça qui m'intéresse. Pavlovich, il est jeune, il a encore le temps. En fait, tu vois, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire.
dans le sens où effectivement il est sur une défaite. Effectivement, il a le côté, voilà, on lui donne une récompense, mais d'une part, il l'a mérité. Et en plus de ça, c'est que si tu le fais pas maintenant, vu l'âge qu'il a, tu le verras jamais. Tu C'est vois, son il dernier refera pas de combat, hein. combat. C'est son dernier combat. Donc en fait, même s'il a la ceinture, même si admettons il Pour, gagne, pour les deux, hein. oui, voilà, Pour c'est ça. Mais les c'est deux, ce qu'on c'est dit leur depuis le dernier début. combat. Il faut pas imaginer que John Jones va faire un run derrière. Lui, il est dans sa logique de legacy. Donc là, il a gagné le titre. Donc déjà, voilà, il est double champion, c'est extraordinaire. Derrière, bah, dans ce cas-là, enfin, si on parle de ça, John Jones ne méritait pas la chance au titre non plus, tu vois. Parce que lui, pendant 3 ans, il a été loin aussi de l'UFC, tu vois. Donc il est revenu, on lui a donné une chance au titre tout de suite, il aurait pu faire un combat avant. Donc en fait, ils ont mérité de par le service rendu, tu vois. Le fait que John Jones, il a été invaincu pendant des années, qu'il a conservé son titre, il vient, il monte, tu peux pas lui donner autre chose que le titre. Enfin, tu vois, c'est dans ce cas-là, sinon toute personne qui monte de catégorie, tu lui donnes un combat avant le titre. Tu vois, Ouais. que ça soit McGregor, que ça soit Nunes, que ça soit n'importe qui, tu vois, il faut leur donner un combat supplémentaire. Et donc, en fait, tu annihiles tout. Tu le fais combattre contre Pavlovich, il se fait éteindre. Derrière, le combat, il voit jamais le jour. Tu fais faire un combat à Miocic avant, il perd, ou alors il décide de c'est bon, j'en ai marre. Tu vois jamais le combat. Non, je pense que pour la Legacy, si John Jones arrive à battre Miocic, qui est considéré comme le GOAT des poids lourds UFC, et ben là, il aura coché les 2 cases qu'il lui faut pour lui asseoir sa Legacy à lui. Et là, on est plus que dans la logique sportive compétitive, on est dans la logique histoire, la logique historique, tu vois. Et c'est ça qui me fait dire, moi, que ce combat me plaît. En fait, ça va au-delà du côté sportif. Ça va sur le côté histoire de l'UFC, histoire du MMA. Ouais, je suis d'accord. Maintenant, moi, ça me plairait si je le jugerais compétitif. Pour moi, Stipe, il est en fin de carrière, tu vois. Ouais, ouais. C'est... J'ai du mal à voir. Après, on l'a pas analysé, hein. Mais là, objectivement, j'ai du mal à voir comment il pourrait s'en sortir contre John Jones. Bah, si t'écoutes Là, Cormier, là, là où un Pavlovich, ouais, mais Cormier, il veut vendre le combat, Cormier. il veut vendre le combat, et puis de toute façon, il vend aussi le fait qu'il ait perdu 2 fois contre. Tu sais, il faut qu'il justifie qu'il ait perdu contre Oui. les deux. Donc voilà. Mais tu l'écoutes, en fait, chez les poids lourds, Miocic est plus rapide que John Jones dans sa boxe. Tu vois, il a une lutte et il a un sol. Donc déjà, ça sera moins facile que Cyril Gane. Même, j'ai envie de te dire, la version. Bon après, attention, Cyril Gane, il était sûrement dans un mauvais jour et tout ça, il s'est expliqué, il s'explique encore et tout ça, il n'y a pas de souci. On met ça de côté. Mais on part à l'instant T où il a combattu contre Gane. Je pense que le Miocic d'aujourd'hui est meilleur que le Gane du combat qu'ils ont fait. Alors, je sais pas s'il est meilleur, mais en tout cas, stylistiquement, contre Jones, il a plus d'armes. Ça, Oui, c'est c'est ça. sûr. Dans ce sens-là, tu vois. Je Ça, pense c'est que sûr. le combat durera plus longtemps. Oui, oui. Euh, c'est pas compliqué. Ou alors c'est une dinguerie. Ou alors Jones, c'est une dinguerie. Ou Miocic, c'est une dinguerie. Enfin, tu vois, d'un dans l'autre, enfin, d'un côté ou de l'autre, hein. Mais en tout cas, enfin, je parle plutôt de Jones parce qu'on n'a encore rien vu véritablement chez les lourds, tu vois. Mais Jones lui-même dit qu'il est plus lent. Il est plus lent dans cette catégorie-là. Miocic, lui, est toujours aussi rapide. Donc, déjà, ça peut permettre de. Faut Ouais, voir. maintenant je m'avance, hein, mais je pense que la version de Jones qu'on verra là sera meilleure que celle contre Gann. Parce qu'il a l'expérience maintenant d'un combat en poids lourd et qui saura faire les ajustements pour être encore plus performant, tu vois. Ouais. Et t'as vu la petite pépite là où peut-être que Jones et Adesanya vont s'entraîner ensemble? Alors, Ouais, ils mettent ça dans le sens pour qu'Adesanya fasse sa montée en lourd léger de la bonne manière. Mais je pense que c'est bénéfique pour les deux parce qu'en termes de boxe, Adesanya, il a beaucoup à apprendre à Jones aussi. Donc, ouais, maintenant, Jones, il a quand même un style bien à lui, où je suis pas sûr que lui apprendre un truc, un style, tu sais, d'école, ça fonctionne sur lui. ouais, non, mais je parle pas forcément un style d'école parce que j'ai l'impression quand même que la City Kickboxing, ils font pas des puristes, tu sais, des puristes boxe. J'ai l'impression, tu sais, que ça soit Volkanovski ou que ça soit Adesanya, par exemple, ils ont une boxe qui est différente, tu vois, qui est adaptée en fait à la personne. J'ai l'impression qu'ils ont l'intelligence
de driver les combattants de la bonne manière, tu sais, que ça colle avec eux, en fait, avec leur style, avec leur morphotype, je sais pas, je pense que ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Donc bon, à savoir si ça va prendre date là, si ça se fait déjà, et si ça prend date là, pour ce combat là du Madison Square Garden, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. À voir. C'est quand la date déjà? Le 11 novembre. Date importante pour nous. On sera en jour férié, nous. Donc, ça veut dire déjà qu'on se fait niquer. Ça veut dire que le 11 novembre, c'est un samedi ou un dimanche. Alors, déjà, on est mort. Là. Ça, une année comme je les aime pas. Mais bon, donc voilà. En tout cas, c'est sympa de voir ce combat. Moi, je veux le voir ce combat. De toute Vraiment. façon, c'est toujours un plaisir de voir, pour ma part, Jones, même Yoshik, hein, Stipe, c'est un immense champion. C'est juste que je trouve que ce combat, il a trop tardé à se faire, c'est tout. Ouais, mais oui. Mais de toute façon, le retour de John Jones a trop tardé à se faire. Il y a eu trop de bâtons dans les roues. Mais bon, maintenant que c'est là, on va pas bouder notre plaisir et vivement le 11 novembre. William Gomis et Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris. Les deux derniers noms qui sont sortis. Alors, il y a eu un autre nom aussi avec un Suisse. Je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas retenu, mais je me concentre vraiment sur les Français. Enfin, on se concentre vraiment sur les Français. Donc, William Gomis, bien. On ne savait pas. Enfin, Benoît Saint-Denis, on avait des doutes sur le fait que s'il finisse tôt le combat, qu'il puisse le booker. William Gomis, c'était pas forcément dans les tuyaux. En tout cas, on savait pas trop. C'est une bonne chose. William Gomis, il va affronter Lucas Almeida, qui est à 14 victoires, dont 9 KO, 5 soumissions et 2 défaites, une soumission et une décision. Gomis, lui, il est à 12 victoires pour 2 défaites et il n'a pas perdu depuis 2016. C'était au 100% fight contre Morgan Charrière. J'ai regardé son Sherdog et je me suis dit, ah ouais, quand même. C'était loin, c'était en France et c'était contre Morgan. Donc c'est pas mal. Belle évolution depuis. Ouais. Belle évolution. Ça va être son 3e combat à l'UFC. Le premier, c'était à l'UFC Paris l'année dernière, qu'il avait gagné à la décision, où il avait eu chaud dans le dernier round, dans le triangle. Là, il a fait un 2e combat de l'UFC où il a eu chaud dans le dernier round, où il a été pris en guillotine. Contre le prospect, là. Il était très attendu, ce jeune-là. Francis Marshall, je crois. Il était très attendu aux États-Unis. Il était classé parmi les meilleurs prospects. Il avait une grosse base de lutte. Boxe aussi, il boxait pas mal, mais c'est surtout un gros lutteur. Et franchement, le fait qu'il l'ait battu, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. C'est vrai. Par contre, il faut qu'il arrête de nous faire des frayeurs comme ça. Alors, qu'il soit confiant dans ses sorties de soumission, dans ses défenses de soumission, c'est bien. Par contre, bon, un jour, ça passera pas, quoi. Donc il faut. Visiblement, il tape jamais. Hein. J'ai vu une interview où il disait qu'il tapait jamais. Il préfère dormir que taper. Oui, mais ça veut pas dire que tu perds pas quand tu dors, tu vois. C'est sûr. Mais il fait partie de ces personnes, je pense, on en connaît tous. Hein, oui. Où t'as beau les étrangler, tu te dis c'est verrouillé à mort, mais il y a toujours un petit peu d'air qui rentre. Je sais pas, c'est bizarre. Un petit peu de sang aussi, visiblement. Et un petit peu de sang qui passe. Incroyable. Incroyable. En tout cas, il a toutes les armes pour remporter ce combat. Bon, moi 5 soumissions, 9 KO, 5 soumissions là, pour son adversaire Almeida. Là. Voilà, quand je vois les 5 soumissions, bon, je me dis, voilà, il faut pas non plus qu'il fasse le fou, il faut qu'il assure. Il a une super boxe, Gomis, donc qui maintienne le combat debout et qu'il essaie de pas plonger dans une situation délicate bêtement, quoi. Donc mais c'est bien. Donc un Français de plus. Derrière, on a Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'était un nom auquel tout le monde pensait un petit peu là ces derniers temps. Je crois que c'est Abdul qui l'avait appelé Thiago Moises parce qu'il cherchait un adversaire. Donc finalement, bon, c'est Benoît Saint-Denis qui l'a eu. Hein. Abdul n'a toujours pas de signature à l'UFC. Juste pour faire une parenthèse, il a re-signé avec Lopez, visiblement. Le Management Factory, ouais. Ouais. Et donc il va sûrement grâce à ça signer. Enfin, je l'espère pour lui parce que c'est absolument ce qu'il veut. Donc il le fait dans ce sens-là. Hein. De toute façon, il ne re-signe avec lui uniquement juste pour atteindre l'UFC. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est Thiago Moises, c'est Benoît Saint-Denis qui l'a eu. Donc Thiago Moises, c'est 17 victoires, 3 KO, 8 soumissions et 6 décisions. Et c'est 6 défaites, 1 KO, 1 soumission et 4 décisions. Donc il a beaucoup d'expérience. C'est un bon gatekeeper.
justement, pour savoir si en fait Benoît Saint-Denis a ce qu'il faut pour aller chercher plus loin d'autres adversaires, ceux auxquels il prétendait, c'est-à-dire les Fiziev, les Gamrot et les Tsaroukian. Donc, bon gatekeeper qui a combattu contre Marachev, qui a combattu contre Dariush. Donc, il a perdu contre eux, mais bon, en tout cas, voilà, il a affronté les meilleurs et il n'a pas fait le figure contre ces personnes-là. donc voilà, c'est un super test pour Benoît Saint-Denis. Ouais, je suis d'accord. Ouais, bah écoute, il avait demandé au-dessus dans ses call-out. Mais bon, c'était sûr qu'il les aurait pas. Et là, ils étaient bookés même. Je pense que le step, il était trop haut. C'était intéressant comme appel. Hein. C'était constructif, la manière dont il les a appelés et tout, on en avait parlé. La manière dont il a parlé de Gamrot et tout, c'était super intelligent. Mais moi, je suis satisfait. Thiago Moïse, c'est bien. Et de la manière dont il va gagner, s'il gagne, de la manière dont il va gagner, on pourra envisager la suite. Oui, ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et Thiago Moïse, ça reste, c'est un nom. Tu vois, alors peut-être pas pour les newbies, en tout cas ceux qui suivent de loin, mais quand tu suis l'UFC, c'est un nom. Donc, en tout cas, pour l'UFC, c'est un nom. C'est-à-dire ouais. que si tu te débarrasses de lui, tout de suite, déjà, il s'est débarrassé de bons films. Donc déjà, tu vois, lui mettre un step au-dessus. Ouais. Le monde qu'il le respecte. Là, il commence à le prendre en considération. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Et donc c'est bien. Et quand tu sais voilà, qu'il a combattu lui aussi à l'UFC Paris l'année dernière, qu'il avait ouvert le bal des victoires et en plus d'une belle manière, hein, puisqu'il avait gagné par soumission, si je me trompe pas. Donc voilà quoi, c'est motivé par le public français. Alors tu sais, tu as toujours ce côté double tranchant. En fait, ce qui est bien pour ces deux-là, tu as toujours ce côté double tranchant. Quand tu combats face à ton public, ça peut te transcender comme ça peut complètement t'inhiber. Et là, ces deux-là, on sait que ça les transcende, qu'ils ont vraiment à cœur de gagner face au public français. Donc c'est bien d'avoir ce gatekeeper-là face au public français, tu vois, dans un truc où il sera surboosté et en plus boosté par sa victoire contre Bonfim. Je pense que la temporalité, elle est très bonne. Elle est très très bonne pour lui. Donc vivement le 2. En fait, vivement toutes les dates, tu sais, vivement le 11 novembre, vivement le 2 septembre. Bon, vivement le 2 septembre quand même. Ouais, ça prend forme. Hein. Ça Ouais. prend forme, ce petit UFC Paris. Ils ont mis du temps à annoncer les combats. Ouais. Mais ça prend forme. Bon, il manque quelques noms qu'on espérait. Moi, je voulais voir Taylor. Toujours pas annoncé. Ouais. Abdul. Taylor. Mais après, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, tu vois, là, j'étais en train de me faire la réflexion, tu sais, pour Nora. Je vois les noms qui sortent là et je me dis en fait, c'est soit il va y avoir beaucoup de ces noms-là qui seront en prélim. Enfin, il va falloir faire un arbitrage au bout d'un moment. Parce que tu as Ozdemir, tu as Manon Fiorot, tu as Gann. Enfin, ça, déjà, c'est trois personnes qui sont en carte préliminaire. C'est très simple. Le main event, on sait que c'est Gann. Co-main, c'est Manon Fiorot. C'est Gann, oui, non, mais c'est sûr, mais ça pourrait être aussi Fiorot. Parce qu'il y a Namajunas, faut pas l'oublier. Donc, non, c'est Gann. Non, c'est Gann. Bon, j'attends Ils la l'ont certitude. annoncé. Ils l'ont annoncé, c'est le main event. Ouais. Je sais pas. Oui, c'est le main event. Il n'y a pas de ceinture en jeu, c'est la catégorie poids lourd masculine, c'est sûr. C'est vrai. Mais sur le papier, le vrai main event, normalement, c'est Manon Fiorot contre Namajunas. C'est le combat qui est le. Comment dire? En termes de classement, ils sont pareils. Pour ma part, c'est le combat que je veux voir le plus de la carte. Ouais. Manon Fiorot, en termes de classement, elle est au-dessus de Gann maintenant. Parce que Gann est devenu deuxième, Manon Fiorot, elle est première. Namajunas, c'est une star plus grande que Spivak. Clairement. Le vrai main event, normalement, c'est ça. C'est juste parce que c'est un combat féminin. Donc, oui, voilà. Bon, alors, Gann, Manon. Derrière, il y a Ozdemir. Est-ce qu'ils vont le mettre je pense qu'ils vont le mettre en carte principale. Mais ils peuvent le mettre quand même en préliminaire. C'est pas déconnant. Benoît Saint-Denis vont le mettre en carte principale. Gomis, c'est possible aussi. Il était en carte principale déjà l'année dernière. Il était en carte principale l'année dernière. Nora, je pense qu'elle va être en carte préliminaire. Elle est en prélim, ouais. Zara Fern, pareil. Donc voilà, enfin, la carte principale, elle se remplit vite en tout cas. Donc, à voir ce que ça va donner. D'ailleurs, en parlant de Nora, je vous invite à aller voir sa dernière interview. Elle était passée chez La Sueur déjà. Donc, elle avait une interview là et elle a été interviewée aussi par RMC dans la sauce. Dans la sauce. Donc,
Elle est sortie hier, donc deux belles interviews. Si vous voulez découvrir un peu plus Nora et son parcours et voilà, enfin donc n'hésitez pas, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui la connaissent pas, donc c'est bien qu'elle soit mise en avant de cette manière-là. Gros travail d'ailleurs de JB, son manager de la BTT, de la Bulgarian Top Team, qui lui trouve toutes ces interviews-là. Et donc c'est bien de la mettre en avant comme ça, c'est une bonne chose parce qu'en plus vous allez voir, c'est loin d'être désagréable de l'écouter. Elle parle très bien, elle s'exprime très bien et donc voilà, elle a son histoire et c'est bien de la connaître. Donc voilà, un petit big up. Il y avait Alexandre Herbinet qui était là lors de l'interview dans la sauce aussi. Donc c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Donc n'hésitez pas à aller la découvrir. Voilà, donc je pense qu'on a fait le tour sur ce sujet-là. Sur l'UFC Paris, ouais. Ouais. Donc on attend le reste de la carte et on attend aussi l'ordre des combats, quoi. Mais il faudrait que ça se bouge un peu quand même. Encore une fois, on le dit. Alors c'est vrai que ça commence à sortir, ça fait plaisir, mais je trouve ça encore un peu long. C'est bientôt, quoi. Ça arrive dans un mois et demi, quoi. Ça va être assez rapide, moins d'un mois et demi maintenant. Donc bon. Petit sujet, vie des combattants, justement. On parlait de la vie des combattants, de la vie de Nora. Bah, là, on va parler de la vie d'Alexandre Pantoja. Qui a remporté la ceinture de l'UFC contre Moreno le week-end dernier. Et on a découvert que jusqu'à il n'y a pas très longtemps, il était encore livreur Uber Eats. C'est pas choquant comme info, ça? Alors, c'est pas le seul. Hein. On avait entendu Figueiredo aussi qui avait travaillé pendant encore très longtemps, pendant que justement il combattait à l'UFC. D'autres d'ailleurs dans cette même caté. Hein. Donc voilà. C'est quand même c'est quand même intéressant. Donc il y aura un petit cut parce que voilà, on a eu un problème de réseau, donc enfin de surchauffe de téléphone visiblement. Visiblement notre cher Rolly, il a pas mis le ventilateur sur le téléphone Ça et chauffe, ça chauffe. ça chauffe. Donc on n'est pas voilà, ça peut encore couper, on va voir. De toute façon, je ferai des cuts et puis c'est pas grave, c'est un podcast d'actu donc voilà, je mettrai les bouts de vidéo bout à bout et puis voilà. Donc lui, il s'en est arrêté au fait que c'était déjà arrivé à Figueiredo, effectivement. Donc voilà. Je reprends tout. Donc, 2021, il a combattu. En fait, c'était en 2021, donc il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il était livreur quand il a combattu contre Manel Cap. 6 mois plus tard, donc il raconte un peu son histoire. 6 mois plus tard, il est tombé malade en livrant sous la pluie alors qu'il allait affronter Brandon Royval. Et en plus de ça, on apprend qu'il s'était fait les ligaments croisés et qu'il n'avait pas assez d'argent pour se faire opérer. Donc, d'une part, il n'avait pas d'argent pour se faire opérer. Et en plus de ça, il pensait avoir le Covid. Enfin, il avait peur d'avoir le Covid. Donc, s'il avait eu le Covid, il pouvait pas combattre. Donc, il avait plus d'argent, ni pour se faire opérer, ni pour rien, en fait. Parce que les 50 000 $ de bonus qu'il avait eu sur le combat précédent, il les a mis dans la traite de sa maison. Donc pour payer, donc il avait plus d'argent. Il a dû renvoyer sa famille au Brésil pour faire des économies. Voilà, il y a l'éloignement avec sa famille. Et donc, il a combattu contre Royval. Il a gagné. Il a pu gagner quand même. Il a eu les 50 000 de bonus, ce qui lui a permis de se faire réparer le genou et de respirer un petit peu. Quand on en est là, c'est chaud. Parce que franchement, enfin, tu sais, tu te dis, le mec, respect pour sa carrière, quoi. Que ça soit lui ou Figueiredo, tu me diras, mais ou d'autres, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont dans ce cas de Il y en figure. a plein d'autres. Il y en a plein d'autres. Déjà à l'époque, il y avait Carlos Condit qui travaillait, je ne sais plus dans quel secteur, mais c'est dramatique. C'est dramatique parce que c'est des grands noms quand même. Tu vois, à l'époque où il travaillait encore, c'était déjà un nom. Ouais. Donc franchement, ça montre le peu de valeur qu'ont les combattants aux yeux de l'UFC. Bah ouais, ne serait-ce que de la valeur financière, quoi. Peu de valeur financière. On sait très bien que l'UFC paye très mal ses combattants, mais là, ça se confirme jour après jour avec ces histoires-là. Et comment tu peux faire une prépa correcte quand t'es pas payé correctement? Enfin, tu vois, comment tu peux te dédier à 100% à ta discipline quand tu dois travailler à côté? Et après, en plus, tu es obligé de choisir des métiers comme ça, livreur Uber Eats ou des trucs où tu as des horaires flexibles parce que justement, il faut que tu puisses libérer du temps pour t'entraîner. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça. Enfin, tu prends, justement, on va reparler de Nora. Nora, Ouais. elle a dû donc lâcher tout travail pour pouvoir s'entraîner correctement. Elle vit de presque rien. Donc c'est pareil. Enfin, elle donne des coachings, mais c'est pas des rentrées d'argent non plus extraordinaires. Ce qui a fait que derrière, elle est obligée de faire des compétitions qu'elle n'est pas obligée de faire aussi pour essayer de gagner un peu d'argent. Tu vois, comme sa compétition de boxe thaï qu'elle a fait il y a pas longtemps, les Accor Games là. Donc voilà, il y a
enfin, quand elle travaillait dans, alors je sais pas si on s'en fout, nous, on n'a pas de monétisation chez Nike. Elle était mise en tant qu'athlète sur son badge. Et donc, il savait que c'était une athlète. Elle avait prévenu qu'elle devait faire des compétitions à cette époque-là en Muay Thai. Et ben, au moment où elle avait sa compétition, elle a demandé des congés. Lui ont dit non, pas de congés maintenant. Vas-y, dégage. Tu les prendras plus tard. Et elle leur a dit, attendez, je vous ai prévenu. Sur mon badge, comme communication, vous mettez athlète pour donner tu sais, justement Ouais, à l'entreprise, tu sais, une valeur. la Enfin, valeur, ouais. voilà, et derrière, elle dit, maintenant, je vous demande un congé pour aller combattre. C'est même pas pour des vacances personnelles, c'est pour aller combattre. Je peux pas décaler la date. Et vous me dites non, mais elle dit, c'est quoi l'histoire? Donc c'est ça, c'est très compliqué. En France, même peut-être encore un peu plus, parce qu'en fait, on n'a pas les structures, on n'a pas les trucs. Tu vois, on en parlait là, j'ai encore En France, ouais, en France encore plus. Je pense que même en termes de sponsors, c'est catastrophique en France. Bon, on le voit de toute façon. de sponsors, en termes de lieux, en termes de salles. Enfin, là, tu vois, par exemple, là, on est en pleine prépa pour l'UFC. C'est pour l'UFC. On n'a pas de salle. On s'entraîne au Honor. Alors, c'est très bien. Sidi, merci Sidi du Honor de la Courneuve qui nous laisse nous entraîner dans cet espace-là. Mais une fois sur deux, on partage avec les cours collectifs de MMA qui sont dans la cage. Donc, bah, ça veut dire qu'on n'a pas tout l'espace pour pouvoir évoluer, pour travailler. Et puis, il y a des gens, tu vois, comme hier, un mec qui vient nous aborder, les frères, je peux tourner? Non, on est en pleine prépa. Enfin, tu vois, tu sais, t'es gêné, t'as des gens qui viennent te saluer, t'as plein de parasitage, tu vois. Et puis même dans la salle, t'as des téléphones qui traînent par terre, t'as des wall balls, t'as un Des sac, canettes Monster. des canettes Monster, elle se reconnaîtra. Donc après ça glisse, après ça colle, tu sais. Non mais t'as un peu de tout quoi, tu sais, Ouais, c'est pas optimal. tu peux te tordre un genou sur une wall ball, sur un travail à la cage, enfin tu vois ce que je veux dire, même si tu décales, t'as toujours un moment où ça se passe pas bien, tu marches sur une bouteille, tu marches, franchement les conditions elles sont rudes hein, pour la préparation, et surtout quand tu débutes dans ta carrière. Et là donc Pantoja c'est pareil quoi, le mec alors là maintenant c'est bon. Là, il a plus besoin. Surtout maintenant qu'il est devenu champion, il aura les finances qui lui permettront de vivre plus correctement. Mais avant d'arriver en fait au Graal, qui est justement le top de ta catégorie et que tu puisses enfin prétendre à des salaires à 6 chiffres, on va dire, c'est compliqué. 6 ou 7 chiffres en fonction de si tu as la ceinture ou pas. Mais c'est très très compliqué. Ouais. Mais bon, la preuve en est que tout est possible. C'est des beaux exemples, lui, Figueiredo et plein d'autres. Mm. Que si tu dois être champion, si le talent est là, le travail est là, la discipline est là, Ouais, c'est la faisable. volonté. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, espérons quand même qu'un jour, il commence à payer un peu mieux les combattants, quoi. Même sur le salaire d'entrée, quoi. Enfin, quand t'es l'UFC, même sur le salaire d'entrée, tu devrais toucher plus que 12 plus 12 quoi. Ouais, je suis Quand d'accord. même, Alors après, c'est toujours mieux que les organisations, tu vois, d'autres organisations qui te font payer 800 plus 800 ou 2000 plus 2000. Enfin, tu vois, tu gagnes toujours mieux. Ah, c'est sûr que si tu compares à ces organisations-là, c'est sûr que c'est royal, tu vois. Mais quand même, je pense que quand tu as fait l'effort d'atteindre l'UFC, le Graal normalement de tout combattant de MMA, tu dois pouvoir prétendre à mieux. En tout cas, plus rapidement. Tu vois, que tu commences à 12 plus 12, mais très rapidement, que tu puisses grimper un peu plus haut, quoi, bah, tu montres que tu as le talent, bon, bah vas-y, on parie sur toi, quoi. Ouais. Donc bon, en tout cas, voilà, gros respect à lui et content qu'il ait pu avoir cette ceinture. Pour faire un point avec Moreno, Moreno a dit qu'il allait revenir, qu'il allait reprendre sa ceinture et que ça allait être une série Netflix. Je le dis parce que tu sais, c'est ce que je t'ai dit la dernière fois. Je t'ai dit, là, lui, ses victoires, défaites et tout ça, tu as l'impression de vivre dans. S'il y en a un sur lequel tu peux faire une série, c'est sur lui. Tu vois, sur le fait qu'il se soit fait cuter de l'UFC, il est revenu, il gagne la ceinture, il perd la C'est ceinture. Rocky. C'est ça. Rocky, il perd, il retourne s'entraîner, il revient, il regagne, il repère contre un nouvel adversaire, il revient, il regagne. C'est ça. Donc, Que des hâte de guerres en voir plus. s'il va gagner contre Pantoja sur le prochain. Donc voilà. C'est pour ça qu'il fait 4 combats avec chacun de ses adversaires aussi. Bref. Bah tiens, on est dans Netflix, on est dans le cinéma, on va continuer. Dana White Oh a là, regardé le film. Ah, la transition, elle est magnifique. oh Euh, la transition politique en plus. la transition politique. Dana White appelle à regarder le film Sound of Freedom
Donc un film qui est mis en avant, alors déjà un film qui est polémique parce que c'est sur le trafic d'enfants, surtout d'un point de vue sexuel. Donc voilà, il a pris la parole, il a fait une vidéo où il disait qu'il invitait tout le monde à regarder ce film-là, et notamment, et c'est pour ça qu'on en parle, parce que tous les employés de l'UFC à regarder ce film, quitte à payer la place même pour aller la voir, pour aller voir ce film. Donc c'est une grosse prise de position parce que c'est un film qui fait polémique. On l'a dit là. Pourquoi? Parce qu'il a été mis en avant par le groupe qui est international, hein, QAnon. Donc QAnon, c'est un groupe considéré comme complotiste, en fait, proche de Trump, voilà, où il parle justement de tous les réseaux, par exemple les réseaux satanistes, tu sais, voilà, où ils enlèvent des enfants. Pédocriminels, etc. Voilà, c'est ça. Bon, ils parlent pas que de ça, mais c'est un de leurs chevals de bataille. Donc justement, voilà, où ils parlent d'enlever les enfants pour faire des rituels sexuels et après des rituels sacrificiels satanistes. Donc voilà, donc QAnon a sauté sur l'occasion en fait pour parler de ce film-là. Dana White de la même manière. On sait que Dana White est très proche de Trump, puisqu'il est sur presque tous les événements UFC. Il y a, même sur le dernier, il a présenté Gordon Ryan à Trump. D'ailleurs, Gordon Ryan, il était avec une timidité comme on l'a jamais vu. Enfin, c'est vraiment, pour le coup, il se faisait tout petit. Malgré son gabarit, il était comme ça, la tête dans les épaules. Bonjour, monsieur le président. C'est c'est marrant. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on voit Gordon Ryan comme jamais dans le non-verbal. Tu sais, c'est vraiment dans le langage corporel, c'est ouf. Il essaie de se faire le plus petit possible, quoi. Donc c'est ouf. Donc il y a Mel Gibson aussi qui invite tout le monde à regarder ce film-là. C'est Mel Gibson qui réalise le film? Non, c'est pas lui. Non? Ok. Non, c'est pas lui. J'ai plus le C'est nom ce que du tu m'avais réalisateur, dit. Non, Ok. mais j'ai cru, parce que comme il réalise des films polémiques en général, Mel Ouais, ouais, Gibson, ça me surprenait pas en fait. Quand tu m'as dit, ça collait parfaitement avec l'image de Mel Gibson, tu vois. Ouais, mais j'ai plus le nom du réalisateur. Mais en tout cas, non, c'est pas lui. Et juste lui aussi, il a pris la parole pour dire qu'il fallait voir ce film-là. Donc, mais lui aussi, hein, les sujets polémiques comme ça, on Tu le peux sait, quoi. redonner le titre? Son of Freedom, Ok. le son de la liberté. Ça, c'est pour les Québécois qui Je, traduisent. je, je, je crois pas qu'il sortira en France, hein. Tu penses pas? Je sais pas. Écoute, en tout cas, j'ai vu les gens. Moi, j'en ai entendu parler sur Twitter. Les gens disaient en France, personne n'en parle, etc. Je sais pas s'il sortira en France. Je sais pas. En tout cas, aux États-Unis, ils en parlent sur toutes les chaînes d'infos. Ça fait une grosse, ouais, il y a un gros écho en plus de ça parce en 4 jours, il a fait 40 millions de dollars de recettes. Il a fait plus que les films. Attends, c'est quoi le film là qui est sorti là aussi mince, qui est un Indiana Jones. Il a fait plus qu'Indiana Jones en sachant qu'il a coûté 14,6 millions voilà, pour faire ce film. Donc il est déjà en 4 jours, il a éclaté les scores. En sachant que voilà, quand tu fais ce chiffre-là en 4 jours, tu sais que voilà, ça va se décupler. Enfin, ça fait partie des grosses entrées. Donc intéressant de voir que l'UFC quand même a une grosse part politique. En fait, c'est plutôt pour ça en fait, dans le sens où on sait que déjà à l'époque où Trump était président, on voyait que Dana White était très proche de lui. Il y avait beaucoup de vidéos avec lui. Trump a beaucoup œuvré sur le fait, c'était dans la période Covid en plus, donc a beaucoup œuvré dans le sens pour que l'UFC Ouais. j'ai cru que ça allait couper. En fait, j'ai vu ta figé. Donc reste à flot. Donc vraiment, enfin, on va dire le gouvernement Trump a beaucoup mis en avant justement l'UFC. C'est vraiment ça. Ouais. Et c'est là que tu vois que c'est important quand même d'avoir des amis influents. Oui, ouais, ouais. Bah d'ailleurs, ils faisaient la tronche quand c'était Biden parce que Biden justement était moins enclin à faire en sorte que l'UFC prospère en fait. Donc Ouais, et puis il est tellement affilié à Donald Trump, Dana White, que je pense pas qu'il aura du soutien de Biden. ouais. Ah, ça c'est par contre c'est tout le problème quand tu prends autant parti pour quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu surfes dans les eaux, tu sais que tu fais ça en soum-soum et que tu arrives en fait à te placer à chaque fois, quel que soit le président, c'est bien. Par contre, quand tu prends vraiment médiatiquement une valeur politique comme ça, Prise de position très forte comme ça, là, ouais, c'est mort. De l'autre côté, ouais, c'est mort. la suite est compliquée.
La suite est très compliquée. Mais en tout cas, voilà, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ouais. L'UFC quand même prend un virage. Hein. Tu sais, quand tu commences à faire des choses comme ça, normalement, tu es censé rester une association sportive. Enfin, en tout cas, une organisation sportive. Donc, t'as figé. Ça va couper. Ouais, Allô? ouais, c'est bon? C'est bon, j'ai eu un petit cut. Ouais, t'as eu un cut. Donc ouais, t'es censé rester quand même une organisation sportive, tu sais, normalement neutre, entre guillemets. Bon, même si c'est une entreprise, donc c'est pas comme nous avec les associations loi 1901 où t'as un devoir de neutralité. Mais quand même, t'as un virage quand même qui se fait. T'as un virage qui se prend. Donc c'est intéressant et j'ai hâte de voir la suite aussi. Parce que tu sais, Mais dans la chute potentielle c'est de. très, Ouais. c'est très américain d'exposer ta vision politique, tu vois. En France, ça se voit beaucoup moins. Ça, un athlète, il va pas dire quel parti il soutient et tout. C'est très rare. Aux Ouais, je suis d'accord. États-Unis, on le voit. On le voit, les Covington, les Gordon Ryan, ils affichent clairement leurs idées politiques, leur soutien, tu vois, sans problème. Ouais, mais ça reste des athlètes. Enfin, tu vois, c'est des personnalités. C'est pas une personne morale, c'est une personnalité physique. Alors après, on pourrait dire que Dana White parle en son nom propre. Mais à partir du moment où il met l'UFC dans la boucle, tu sais, où il parle de l'UFC, il dit voilà, mes employés de l'UFC, je les mets dans la boucle. Là, ça devient la personne morale, en fait, qui prend position. Et dans la prospérité ou le déclin de l'UFC, tu vois, ça peut jouer un rôle. Peut-être. J'ai hâte de voir la suite. Ouais, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Hein. J'ai un chat dans la gorge qui demande qu'à miauler. Bon, continuons. McGregor versus Chandler en décembre. Donc, plus personne n'y croit, mais si. Il y en a un qui y Dana croit. White, il y croit. Voilà. Pour lui, c'est à 100% oui. Il dit qu'il a beaucoup d'affaires à régler avant de parler. Il parle de McGregor. Hein. Mais que ce n'est pas la peine d'en parler maintenant, en fait, il lui dit. Voilà, visiblement, monsieur est très pris. Il a beaucoup de choses à gérer, comme peut-être la fin de sa cure. Visiblement, parce que pour moi, il n'est pas rentré dans le pôle USADA encore, donc je vois Bah, pas c'est comment. ça, en fait. Donc, je comprends pas comment ça peut être possible quand on sait que c'est 6 mois. C'est 6 mois de test quand tu rentres dans le pool USADA. C'est ça? Normalement, c'est 6 mois. Ouais, c'est 6 mois. Alors après, on sait Alors, que est-ce que c'est 6 mois partout ou selon les États, ça varie? Parce qu'il y normalement, a c'est ça six aussi. mois. Parce que on sait qu'en termes de produits dopants, entre guillemets, selon les États, il y a des normes différentes. Oui, Tu vois, il au y en a final, qui vont légaliser le cannabis, il y en a qui vont pas le il y légaliser. a que ça. Il y a que ça. Il y a que le cannabis. Le reste, un produit dopant reste un produit dopant. Mais c'est six Et mois. Et en sachant que, attends, parce que ah non, c'est décembre, non, c'est pas le Madison Square Garden. Parce que le Madison Square Garden, enfin, New York, c'est un des États les plus restrictifs. Enfin, tu vois, strict. Ouais. les plus stricts. Donc, pour le coup, si ça avait été là-bas, effectivement, ça aurait été très très compliqué. Donc visiblement, il parle de décembre. Décembre, je sais pas quelle carte c'est, enfin en tout cas quelle ville c'est, mais bon, il a l'air confiant. Après, McGregor, ça serait pas la première fois qu'il y aurait des passes droits vis-à-vis de lui, tu sais, des négociations, des trucs, ou peut-être qu'il est déjà dans le pôle et qu'on le sait C'est pas. ce que je me dis en fait. C'est ce que je me dis. C'est la seule solution en vrai. Ouais. C'est qu'il serait dans le pool et que ça serait secret. C'est possible ça. C'est probable. Ça peut Hmm. se faire. Mais pourquoi? La question, elle est pourquoi? Alors, est-ce que c'est. Pour annoncer une surprise, tu vois. Je pense que ce serait une grosse surprise d'annoncer McGregor alors que personne s'y attend. Ouais, mais bon, Dana White, il a l'air quand même vachement agacé par la situation, quoi, quand même. Donc, tu vois, il serait pas aussi agacé. Tu vois, il serait plutôt serein. Mais oui, alors après, il y a ça, ou alors c'est peut-être parce que il veut faire ses tests et puis il se dit, bah, si personne le sait, si jamais je suis positif, en fait, ça peut rester secret. Mais je pense pas. Parce que normalement, c'est annoncé, il y a une sanction. Donc, euh, donc bon, je sais pas, mais je vois pas pourquoi ça serait secret. Je vois peut-être qu'il y aura un passe droit, je sais pas, parce que déjà là, effectivement, durant sa blessure, normalement, il aurait dû être contrôlé et il n'a pas été contrôlé. Enfin, tu vois, et déjà là, il y a beaucoup de combattants qui se sont plaints du fait que il y a eu un traitement de faveur vis-à-vis de McGregor par rapport à d'autres qui se font contrôler tout le temps. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre en fait, j'arrive pas à comprendre la situation. Parce que décembre, là, on est quoi? On est, allez, juillet, août, septembre, Là, on octobre. est quasiment au mois d'août là. Voilà. S'il est rentré en juillet,
ça le colle les 6 mois. Décembre. Juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ouais. Donc ça peut coller. Ça peut coller. Après, tout dépend en fait décembre aussi. Qu'est-ce que ça veut dire 6 mois? Tu sais, si c'est le 30 décembre, il a jusqu'au 30 juillet. Je dis ça, je dis rien. Tu vois, ça fait 6 mois. C'est 6 mois de date à date, je pense. Donc oui, tu peux rester confiant, effectivement. Mais bon. Alors, est-ce que c'est un coup de pression, tu sais, de Dana White qui dit 100% oui pour motiver McGregor à rentrer dedans? Est-ce que c'est, tu vois, Est-ce que tu qu'est-ce mets qu'il des a à coups de gérer? pression à McGregor? Et qu'est-ce qu'il a à gérer de si important? Parce que si, enfin, non, quoique non, le TUF, ça y est, c'est fini. Non, c'est pas fini. Attends, Si, c'est fini. ouais, c'est tourné. Ah, bien sûr que c'est tourné. Le TUF, il est fini depuis longtemps. Donc, on sait qui a gagné, en fait, déjà. En vrai, eux, ils savent déjà qui a gagné. Ouais. Ouais, donc oui, parce qu'en fait, il y a eu aussi ce truc-là, tu vois, où en fait, il y a l'autre info qui est sortie, tu vois, pour l'instant, il a 100% de défaites. C'est jamais arrivé en 30, c'est ce qu'il disait, en 30 saisons, c'est jamais arrivé qu'il y ait 100% de défaites. Là, pour l'instant, on est à 7-0 là sur ce qui est sorti. Et justement, en fait, McGregor lui-même s'inquiète et dit, mais voilà, qu'est-ce qui peut se passer si j'ai que des défaites? Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on n'a pas de réponse. Mais effectivement, pour l'instant, c'est une catastrophe. J'ai pas suivi, hein. J'ai absolument pas suivi, je t'avais dit. Je comptais en faire un point dans les actus. Et après le premier épisode, j'ai compris que j'allais faire aucun point. Il a fait un trait. Il a pas fait un point, il a fait un trait. Non, c'est fini. C'est nul. Franchement, j'ai pas du tout apprécié. Ouais, non, moi non plus. Et puis, à part blesser les mecs avec qui il fait des sparring, en fait, c'est le deuxième là qui sèche complètement. Donc oui, McGregor est plus fort que ceux qui coachent, c'est une réalité. Maintenant, je te l'avais dit, hein. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit prendre Tu le m'avais 109. dit que prendre les vétérans, c'était mieux que de prendre les nouveaux. Ouais, parce qu'ils avaient déjà plus d'expérience, parce qu'ils avaient la dalle de vouloir revenir à l'UFC, et que sur ce format-là, vétéran newbie, c'était mieux de prendre les vétérans. Et c'était sûr. Mais je pense que Chandler les coach bien. En plus, il est très impliqué visiblement, et puis il a une bonne équipe. Donc, je pense que ça joue. Mais sorti de ça, je pense que les mecs sont plus durs, ont un meilleur mental, ont plus de maturité. Comme tu dis, les mecs, c'est des vétérans. C'est-à-dire que même si le coaching est mauvais, ils ont déjà une grande expérience, tu vois. Ils ont déjà leur niveau. C'est ça. En tout cas, moi, si j'avais eu le choix entre les deux, j'aurais choisi les vétérans sans aucun doute. Sans aucun doute. Vraiment, pour le coup, c'est sûr que j'aurais fait ça. Donc, il s'est tiré une balle dans le pied dès le début, quoi. Le young blood, le sang jeune. Le sang jeune, c'était pas la bonne idée. C'était vraiment pas la bonne idée. Ouais, stratégiquement, il a fait le mauvais choix dès le début. Alors que c'était lui qui avait le choix en plus. C'est lui qui avait le choix. Bon, en tout cas, à voir, mais je lui souhaite quand même une victoire. Parce que tu parles sous des mauvais auspices, hein. C'est compliqué. Lui, en tout cas, pour le combat, il a parlé du combat contre Chandler, donc lui aussi en parle, hein, McGregor, et il prédit en fait un combat sur 3 rounds et une torture en fait sur 3 rounds. Tu vois, il le voit pas le finir avant. Torture pour lui? Pour Chandler. Ah, ok. Après, oui. Dans les faits, on verra ce que ça donnera. Mais c'est vrai que oui, il prédit une torture à Chandler sur 3 rounds. Donc, Okay. on va voir. On va voir si Magic Mike a encore un peu de magie en lui. On verra ça. Bref, passons, changeons de sujet. Tant qu'on n'aura pas d'annonce, de toute façon, ça sert à rien d'en parler plus. Petite suite de dossier, Ronda Rousey, on avait annoncé, enfin quelqu'un avait annoncé que potentiellement elle pouvait revenir à l'UFC. Par l'intermédiaire d'Ari Helwani, elle a fait taire toutes les rumeurs, comme quoi elle allait revenir. Donc, ça a recoupé. Ah, c'est revenu. Désolé, hein. Là aujourd'hui c'est compliqué, hein. Saint-Denis, visiblement, il y avait Saint-Denis sous les bombes et Saint-Denis sans 4G aussi. Donc, ça a recoupé. Monsieur Rolly. Monsieur Rolly. Très compliqué. Ouais, c'est revenu. C'est presque revenu. Bref, donc, je disais, je sais pas si t'as entendu ma vanne, il y avait Saint-Denis sous les bombes, mais il y a Saint-Denis sans 4G aussi maintenant. Culture musicale. Donc, Ronda Rousey a tweeté, enfin, c'est Ari Helwani qui a Rousey n'envisage pas de revenir à l'UFC selon ce qu'on m'a dit. Aucune vérité dans les rumeurs lancées hier. Donc, voilà. C'est acté. J'avais entendu aussi, c'était Nora qui m'avait dit ça, qu'elle avait entendu qu'elle serait revenue, mais dans la caté du dessus.
Mais bon, visiblement, cette KT, elle est vouée à être fermée. Donc, c'était un peu bizarre. Mais ça aurait pu la relancer avec Honda, donc chez les moins de 66 et chez les Feather. Et en fait, donc ouais, non, finalement, elle revient pas. Mais ce qui est logique, hein, c'est sûr. C'est sûr. C'était sûr. Franchement, j'y croyais absolument pas. Ouais. Il y a trop. Aucun intérêt. Pour le coup, il y a trop de 109 dans les KT. Ça serait compliqué. Ça serait compliqué. Aucun Qu'elle intérêt. fasse du cinéma. Elle a plus de chances de faire du cinéma. Elle gagnera mieux sa vie comme ça et sans le côté psychologique. Bref, donc, fin de dossier, alors, visiblement. Là, on clôture. Cold case. Fermé. Jamal Hill, blessé, KT maudite, donc depuis le départ de John Jones. Donc, il n'y a jamais eu autant de champions et autant de blessures aussi dans cette KT. Donc, ça a commencé par Blakovic, qui lui ne s'est pas blessé, mais qui après a perdu contre Prochaska, qui lui s'est blessé. Non, attends, il a pas perdu Teixeira. Contre Teixeira, effectivement, qui a gagné contre Teixeira qui a perdu contre Prochaska, effectivement, qui lui s'est blessé à l'épaule. Et donc Jamal Hill a affronté Teixeira justement pour la ceinture. Non, attends, à la base, la ceinture vacante, c'était entre Blakovic et Ankalaev. Oui, le combat était tellement soporifique, on va dire, ouais. que voilà, ça n'a été donné à personne, le titre. C'est vrai. Du coup, le combat d'après a été donc la ceinture a été remise en jeu entre Jamal Hill et Glover. Et Glover. Donc voilà. Et donc Jamal Hill a gagné avec la manière. Et là, il s'est fait une rupture du tendon d'Achille. En jouant au basket. En jouant au basket. Ouais. Et voilà. On dit au Brésil lutador ou footballeur. Bah, aux États-Unis, on dira lutador. Boxeur ou basketteur. Non mais attends, mon gars, le gars, il avait pris du poids de fou. Déjà, on n'en avait pas parlé de ça. En fait, c'est ce que j'allais te dire. C'est ce que j'allais te dire à la dernière photo qu'il a mis. Mais en fait, c'est tellement évident de voir que les mecs vont se blesser. T'as vu le beat qu'il avait? Ouais. Il avait un physique, mais c'était horrible. Un daron. C'était vraiment, ouais, c'était un corps de vieux, tu sais. Un corps de mec qui ne pratique pas. Ouais, c'est ça. Et le mec, derrière, si tu fais du basket, déjà que le basket, c'est pour les chevilles. Hyper traumatisant. Déjà, tu as pris un poids où ton corps n'est pas habitué de performer à ce poids-là. Ouais. En plus, tu vas faire des sauts, des détentes, c'est sûr, rupture du tendon d'Achille. Voilà. Il en a pour un moment. Ça met du temps, ça. Ça met du temps. Oui et non. Quand tu te fais opérer, ça met 3 mois. Après, tu as un peu de rééducation. Non, ça va assez vite. Le tendon d'Achille, ça va assez vite. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. Quand tu te fais opérer, je crois que c'est 3 mois. C'est 3 mois. Et puis après, tu as la rééducation en même temps. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Allez, on va dire que c'est un coup de 6-7 mois, tu vois. On va dire. Ouais, on le revoit pas avant un an. Ouais, voilà, c'est ça. C'est un an d'arrêt. Mais c'est pas non plus, tu vois, c'est pas comme les croisés, tout ça, tu vois, l'opération elle est plus facile, la suture elle est plus facile. Ouais, et puis ça se remet bien. Ouais. Ça se remet plus ou moins bien si c'est bien fait. Maintenant, quand tu te fais opérer, parce que tu as deux façons de faire, quand tu te fais opérer, c'est très très solide après derrière. Ouais, après tu peux laisser cicatriser aussi, non? Oui, avec un plâtre, en fait, où il change l'angle. Mais ça repète. En fait, je le sais parfaitement bien parce que Howard, tu vois, qui était un élève, enfin qui n'est plus, mais qui était élève chez nous, il s'est fait une rupture du tendon en poussant sa voiture. Et donc, il a fait le choix du plâtre et ça a repété. Tu vois. Donc là, il s'est fait opérer. Et l'opération, ça bouge pas. L'opération, ça bouge plus. Et la récupération, comme tu n'as pas justement l'inclinaison du plâtre à gérer, en fait, elle est plus rapide quand tu te fais opérer. Donc non, c'est pas une énorme blessure non plus. Mais en tout cas, ça fait que la ceinture, elle est vacante. Donc normalement, elle devrait être remise, si la logique est suivie, elle devrait être pour le combat de Blakovic contre Pereira. C'est pas sûr encore. Ça n'a pas été annoncé, c'est pas sûr. Mais la logique. Ouais. Maintenant, Blakovic, ça le met grave en avant. Il est grave chanceux, Blakovic, parce qu'à chaque fois qu'il y a un titre vacant, il est dans les papiers. Pereira aussi. Pereira, attends, le mec monte alors qu'il vient de perdre la ceinture des 84. Premier combat, il pourrait prendre une ceinture. Ouais. Ce combat d'ailleurs qui va avoir lieu là bientôt, hein, puisque c'est justement sur la carte de Poirier-Gaethje. Donc c'est d'ailleurs le
l'analyse pronostic de ce combat-là, je l'ai mis en ligne. Il sortira le lundi 24, donc le lundi à 18h précédant le combat, donc puisque c'est le week-end du 30. Donc voilà, je vous le dis, ça c'est instant promo. Et donc à l'UFC 291. Donc effectivement, bon, il y a encore un peu de temps pour qu'ils annoncent si la ceinture elle est en jeu. Mais effectivement, ouais, pour eux, c'est jackpot. C'est jackpot parce que ça change tout, en fait, tout simplement. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre et en fait, pourquoi je me dis que c'est ça qui va se passer? Parce que Prochaska lui-même voit en fait son retour face au vainqueur de ce combat-là avec la ceinture en jeu. Tu vois. Donc visiblement, Prochaska n'est pas prêt à revenir encore. Donc ça serait pas lui. Tu vois, ce serait pas lui qui fera un combat pour la ceinture. Ou alors peut-être qu'ils vont la maintenir en sommeil, cette ceinture, justement attendre le vainqueur de ce combat pour ensuite faire une finale Prochaska contre le vainqueur de Blachowicz-Pereira. Ça, c'est possible aussi. Je suis pas sûr. De mémoire, j'ai vraiment pas le souvenir que quand une ceinture est vacante comme ça, il la laisse dormir. Elle est remise en jeu tout de suite. En plus, là, ils peuvent même pas mettre une ceinture intérim puisque Jamal, il dépose la ceinture. La vraie ceinture, il la dépose, tu vois. Oui. C'est pas comme s'il la conservait et qu'ils auraient mis un titre intérim. Donc la ceinture, elle va être remise en jeu. Il faut un champion dans la KT. Non, mais je pense que ça va être annoncé. Je pense que ça va être Pereira. Blachowicz, c'est quand le combat? Je viens de te le dire. Je viens de faire un instant promo. T'as coupé ou quoi? Ouais, j'ai pas. Non, sur Poirier Gaethje, le 30 juillet. Ouais, donc, alors le vrai problème, c'est que c'est là et qu'ils se sont préparés sur 3 rounds. Et qu'ils se sont préparés sur 3 rounds. Bon, après, ils ont tous les deux l'habitude du 5 rounds. Et ils sont tous les deux dans la même situation. Tu vois, c'est pas comme si il y en avait un qui était préparé pour 3, l'autre pour 5. Tu vois. Après, il faut se rappeler que Blachowicz en KLAF, c'est pareil. Je crois que ça s'est fait en 5 rounds au dernier moment aussi. Ils avaient prévu sur 3 rounds à la base. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est possible. Mais ça voudrait dire que ce combat, ouais, bah, tu le laisses en co-main. Tu le mets pas en main, même si c'est pour la vraie ceinture. Tu laisses le BMF en main event. Je pense pas qu'ils changeront l'ordre. Après, c'est pas déconnant. Hein. Ça arrive souvent qu'il y ait 2 combats pour des ceintures. Enfin, tu vois, que le co-main et le main soient en 5 rounds. Enfin, tu vois, c'est pas gênant. Ouais, non, mais je te disais dans le sens où le BMF, c'est pas un vrai titre. C'est pas un vrai titre, mais pour l'UFC, c'est un titre qui a de la valeur, visiblement aussi. Donc, et surtout, en termes de star power, c'est 2 plus grandes stars, les deux. Tu vois, donc je pense pas qu'ils inversent. Ouais. Ouais, bah écoute, on va être fixé de toute façon là. Hein. Je pense que d'ici quelques jours, on va être fixé. Ouais, je suis d'accord. Mais vraiment, cette KT, elle est maudite. Elle est maudite. Ouais, c'est vrai. Donc, je suis pas sûr qu'Adesanya a intérêt à monter. Hein. il va mal finir. Si la ceinture est mise en jeu et que Pereira la prend, et que Prochaska n'enchaîne pas tout de suite, je pense qu'ils vont faire la montée d'Adesanya pour faire un gros combat. Bon, on en avait parlé, hein. De toute façon, Adesanya, il avait dit lui-même que s'il retrouvait Pereira dans une cage, c'était dans la KT du dessus avec la ceinture en jeu. Donc oui, là, oui, ça se ferait. Bon, pour l'instant, Adesanya, il veut juste tuer Duplessis. Ça, il n'a jamais été aussi motivé que contre cet adversaire-là. Bon. Pardon. Je suis vraiment désolé pour tous les auditeurs, mais ça me gêne plus moi que vous, visiblement. Donc, autre info, Dan Hooker blessé contre Jalil Turner. En fait, il s'est fait casser le bras lors du premier round. Donc, il a eu aussi une fracture au visage. Mais en tout cas, voilà, il a fait 3 rounds avec un bras cassé, le poignet cassé, je crois, d'ailleurs. Donc, pour frapper, c'est très compliqué parce que déjà, le bras cassé, c'est compliqué, mais le poignet cassé, enfin, vraiment, tu sais, c'est un truc qui doit être c'est ultra douloureux. Hein, c'est tous fait mal au poignet sur une frappe. Déjà, quand tu tords le poignet sur une frappe, déjà, tu sens que ça fait mal. Mais alors, s'il est cassé, c'est cadeau. Donc, premier round, et en fait, il a pris un coup de pied de Turner qui lui a brisé le bras. Donc, on sait que Turner, il est puissant de toute façon. Donc c'est pas étonnant. Et la grosse, performance de Hooker, c'est qu'en plus d'avoir un mental d'acier, il a été jusqu'au bout, il a été chercher la victoire. En plus de ça, à la décision. C'est impressionnant. Le mec est très très dur au mal. Franchement, ça confirme en fait ce qu'on pensait déjà de lui quand on avait vu son combat contre Poirier justement à l'époque et tout ça, la guerre qu'il avait fait. C'est un combattant qui a pas peur d'y laisser des plumes et qui voit en fait, parce qu'il a dit en fait à la sortie en fait que c'était qu'une égratignure.
Bon, une égratignure qui que lui a fait j'allais dire. voilà, une cicatrice sur tout l'avant-bras. Enfin, je sais pas si vous avez vu la cicatrice, je vous invite à aller Ouais, voir. bah, part de là jusque là, quoi. Avec des gros, vraiment une balafre de ouf, quoi. Ouais, grosse boursouflure, quoi. Donc ouais, c'est impressionnant. Impressionnant ce qui s'est fait On n'est pas opérer tout, justement pour la. on n'est pas tous fait pareil, hein. Non, Même dans les combattants, même dans les combattants, il y a vraiment des mecs qui ont un mental à part et une résistance à la douleur à part. oui, je suis d'accord. Ouais, c'est très impressionnant. Dans les cas de figure comme ça, on avait eu le Banner qui s'était fait casser le bras en 3 parties parce que Trois justement, fois, ouais. parce qu'il n'avait pas abandonné, quoi. Il avait serré les dents. Enfin, c'est contre Ernesto Houst en plus, donc pas le pire des kickers non plus. Donc ouais, non, non, c'est vraiment, il y en a certains quand ils sont déterminés à finir un combat, c'est rien ne les arrêtera en fait. Ça force l'admiration et en même temps, je suis partagé en fait. Ça force l'admiration et ça force la bêtise. Parce que derrière, si tu récupères pas correctement, derrière ta carrière elle peut se terminer. Alors c'est un bras Oui, bah, on cassé, le sait, hein. On l'a vu, hein, le Banner, il n'est jamais revenu au top après cette triple fracture, hein. ouais, Mais ouais. c'est ce qui a aussi fait de lui la légende qu'il est au Japon. Le C'est vrai. Terminator, le mec qui abandonne jamais. Non, je suis d'accord. Mais bon, c'est compliqué. Enfin, quand c'est le bras cassé, déjà, bon, c'est dommageable. Mais un poignet cassé, tu perds de la mobilité aussi. Tu vois. Donc, c'est le mec qui raconte toujours ça. Moi, mon père, il s'est cassé le poignet, il a plus que 70% de mobilité, tu vois, 75%. Donc voilà, si c'est mal opéré, ça pose problème. Mais quand tu mets des frappes, justement, enfin, tu sais, si t'as pas de la mobilité sur ton poignet, ça peut être vraiment gênant, en fait, pour la suite de ta carrière. Donc bon, on verra la suite. Bon après, Dan Hooker, de toute façon, il est un peu dans le. Là, il revient sur 2 victoires, hein, mais ça a été un peu compliqué, donc on sait que ça a été une carrière en dents de scie, donc c'est pour ça, j'espère que ça va pas trop le gêner pour la suite. Non, maintenant, Dan Hooker, comme on l'a déjà dit, hein, c'est un mec qui va graviter autour du top 5, qui restera dans le top 10, qui fera des guerres, qui Ouais. prendra quelques bonus. Et je pense pas qu'il espère plus. Non, je pense qu'il s'est fait une raison. Il s'est fait Ouais, une ça raison. restera un bon combattant, mais voilà, quoi. En fait, il fait son taf, quoi. Là, je pense pas qu'il ait l'ambition de devenir champion. Non, ben non, 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 non. Mais au bout d'un moment, de toute façon, faut être en accord, Pragmatique. faut être lucide. Voilà, faut être lucide et pragmatique. Le mot est très bien. Aujourd'hui, t'es pas mal en Scrabble. Merci. Ah, je Ah, suis pas mal. t'es pas mal, t'es pas mal. Ok. Dernier sujet, et pas des moindres, puisque c'est la question auditeur. Donc, alors, une question qui était en fait 2 questions. J'ai pas le nom. Attends. J'ai plus le nom de la personne qui m'a posé la question. J'ai oublié de le noter. Désolé, à toi. Donc c'est pas grave, mais en tout cas c'est surtout la réponse à ta question qui importe. Donc c'est où placer le niveau au sol des frères Diaz, parce qu'en fait voilà il a rebondi sur le fait qu'on avait placé le niveau au sol des combattants UFC. Donc où placer le niveau au sol des frères Diaz, parce qu'il a dit qu'on ne les avait pas cités parmi tous les combattants au sol dans l'histoire du MMA. Alors il a parlé dans l'histoire du MMA, et pas forcément que de l'UFC. Et qui est le meilleur des deux ou notre préféré entre les 2 frères Diaz? Donc, Ok. bonne question subjective. Donc, allons-y. Donc, très honnêtement, moi, le sol des Diaz, je le trouve. Alors, il est bon, mais il est moyen plus. Tu sais, si je devais les classer, ça serait vraiment un milieu de gamme. Dans le sens où, d'une part, il leur manquait de la lutte et il leur manquait du contrôle. C'est-à-dire qu'il y avait on le disait tout à l'heure, hein, ils sont très à l'aise sur le dos, ils ont des bons mouvements de hanches, ils savent très bien se glisser, tu sais, attaquer des soumissions, tu sais, partir sur des soumissions, mais derrière, c'était pas forcément finalisé, tu sais. Et surtout quand ils tombaient face à un bon lutteur, ils avaient du mal à s'installer. C'est-à-dire que le lutteur jouait un peu avec eux. Ils arrivaient beaucoup à désamorcer le jeu des Diaz. Donc c'était un vrai problème. Déjà, si tu peux pas amener au sol, déjà ton sol, bah, c'est compliqué de le mettre en place. Et en C'est plus de ça. ça, quand tu as un mec comme Georges Saint-Pierre, par exemple, qui te contrôle super bien, on l'a vu contre Nick Diaz, c'est dur derrière de pouvoir s'installer. On en parlait tout à l'heure quand on a parlé de l'UFC Fight Pass Invitational. Je sais pas, qu'est-ce Ouais, que c'est tu ça. Maintenant, en termes de style, ils ont plus ou moins le même style, hein. C'est des mecs très à l'aise sur le dos, qui gèrent bien les frappes. Tu vois, ils n'ont pas peur. C'est pas ça qui va les déranger, les frappes. De toute façon, comme debout comme au sol, hein. Donc, c'est aussi ça qui fait leur force.
Oui. développent leur sol sans crainte des frappes. Maintenant, tu as tout dit, hein, ils manquent de lutte. Donc, ce qui fait qu'ils n'ont jamais vraiment pu imposer leur sol, sauf s'ils y étaient contraints. En fait, c'est Ouais. ça le truc. C'est que quand ils vont au sol, c'est pas eux qui décident. Oui. Et par contre, ils font partie de ceux qui acceptent aussi d'aller au sol parce qu'ils savent qu'ils ont un sol derrière aussi et qui ne craignent pas Parce le qu'ils grand. sont à l'aise, ils sont à l'aise sur le dos. Ça manque un peu de top position. Je pense que ça manque de puissance, tout court en Oui. fait. C'est technique, c'est beau, mais ça manque de puissance, de physique. On le voit de toute façon sur leur physique, hein, même si on sait que ça veut pas forcément dire grand-chose, mais quand même c'est une indication. Ils ont un physique assez sec, assez longiligne, où leur principale force c'est le cardio. Mais je pense que ça manque de puissance, en tout cas à l'UFC et en MMA, pour rivaliser avec des lutteurs surpuissants comme il y en a, c'est compliqué. Voilà, après on parle de sol MMA, hein. On parle pas forcément en grappling ou en jiu-jitsu brésilien. On sait qu'ils sont bons, hein. On sait qu'ils sont très très bons. Ils ont un très bon sol. Ils viennent de la Gracie Barra. Ils sont entraînés à la Gracie Barra les deux. Alors pour moi, je mettrais Nick a un plus beau grappling, mais Nate est plus efficace dans les soumissions. Tu vois, il a plus soumis que son frère en termes de ratio. Donc c'est pour ça. On va dire que Nick Diaz, il avait un style beaucoup plus grappling où il va rouler sur la nuque, où il va venir, enfin, tu sais, il va monter les hanches, il va avoir très, très beaucoup de mobilité. Tu sais, il va faire beaucoup de transitions, ce genre de choses. Mais par contre, Quand même euh, le premier, je crois que c'est le premier, en tout cas c'est la première que j'ai vue, à mettre une gogo plata ouais, à Takanori Gomi au Pride, je sais plus, un des derniers Pride, mm, Pride 33 ou 32. Magnifique. Bon, après, ça a été changé en no contest parce que je crois qu'il était positif aux stupéfiants. Mais en tout cas, il a placé la Gogo Plata à Gomi, qui était le champion de cette catégorie au Pride et qui était un immense champion, Takanori Gomi. C'était vraiment ce qui se faisait de mieux à cette époque. D'ailleurs, ouais. qui dominait le combat, hein, jusqu'à la soumission. Bah, c'est ça, et en fait, c'est ça qui est marrant parce qu'effectivement, ils s'entraînent à la Gracie Barra, mais tu vois dans leur style beaucoup de Tense Planet. C'est d'Eddie Bravo. Dans le sens où ils prennent beaucoup la rubber guard. En fait, ils sont tellement souples. Par contre, ils ont une souplesse de malade. Et ils ont des longs segments, ce qui fait que attaquer la rubber guard et donc par extension la gogo plata, c'est quelque chose qu'ils font très bien. C'est aussi, on parlait des soumissions donc du côté de Ned Diaz. Ned Diaz, il avait guillotine et bras tête qui étaient très impressionnants aussi de part du fait d'avoir des longs segments. Enfin, tu vois, donc tu choisis. Alors, justement, la guillotine, on sait que quand tu as des longs segments, c'est pas forcément l'arme la plus indiquée. Il vaut mieux Ça prendre le bras. dépend comment tu la mets. Mais justement, et lui, il la mettait en fait avec la main très très haute en fait. Il venait faire celle qu'on a fait justement en breakdown, là, qu'on a décortiqué en breakdown. Il la faisait depuis longtemps en fait. Finalement, la high wrist, poignet haut, tu sais, où vraiment tu viens Tu rentrer très. rentres très, très profond. C'est ça. Et comme ça, tu cales en fait entre ton buste et l'épaule de l'adversaire. Ou alors, ce qui venait, c'est que au lieu de venir saisir la guillotine en 10 doigts, il venait passer sa main en Pousser dessous. sa main. Ouais. Exactement, Il pour poussait vers le renforcer haut. Mais en la fait, force de la guillotine. c'est ce que les mecs qui ont des longs bras font beaucoup, hein. Parce que John Ouais, Jones, celle qui met à Machida, c'est celle-là, hein. Où il oui, rentre, où il l'endort là. Il rentre et il pousse avec sa main. c'est ça, pour renforcer en fait le fait de serrer le cercle, de fermer le cercle en tout cas sur la guillotine. Et donc dans ce style-là, franchement, par contre, il était bon, il était très très efficace. Donc ouais, non, non, très bon sol. Mais par contre, dès que tu fixes leur hanche, dès que tu bloques leur mobilité, en fait, le sol, il était inexistant entre guillemets. C'est Donc, euh, ça. donc Très c'est tout. bon sol, très bon sol contre certains profils d'adversaires. C'est ça. Contrairement à des mecs, tu vois, des Oliveira, des Demian Maia et tout, qui vont être dangereux contre tout le monde, où personne ne va aller au sol avec eux. Les Diaz, les lutteurs, quand tu as une bonne lutte, tu sais que tu pourras gérer leur sol. Oui, ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que contre Georges Saint-Pierre, c'était pas forcément super intéressant de les voir en grappling. Parce qu'il a les clés pour bloquer le style de Diaz. Après, sans les frappes et tout ça, faut voir. Faut C'est voir. toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, tu retires le grand and pound, ça devient différent. Maintenant, lequel je préfère, moi, pour ma part, entre les deux, ou lequel est le meilleur, en fait, c'est dur comme question. Parce que pour moi, ce sont les mêmes, en fait. C'est deux frères qui ont la même physionomie, le même morphotype, qui ont le même style. En termes de carrière, ils ont à peu près le même ratio. C'est 26-10 pour Nick, c'est 21-13 pour Nate.
Enfin, tu vois, en termes de victoire-défaite, ils sont très très proches. En termes Ouais, de combattants, juste pour vas-y, finir, vas-y. le truc, c'est que tu regardes quand de la même manière, pour l'un comme pour l'autre, ils ont réussi à atteindre un niveau, mais dès que tu atteignais le top de la catégorie, en fait, boum, il y avait plus personne. Enfin, tu vois, il y avait des défaites. Donc, bon, il y a eu quelques coups d'éclat, mais c'était quand même dans l'élite pour avoir la ceinture, c'était compliqué. Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire. J'allais dire, à des époques différentes, ils ont tous les deux atteint le même niveau. Ils ont été jusqu'à la ceinture, mais ça passe pas. Ça Ouais. passe pas. Ah ouais, c'est effectivement, c'est Et vraiment ça. par contre, tu vois, ils se stabilisent toujours. Ça veut dire qu'ils descendent jamais bas. Des fois, même, tu les attends pas, tu te dis, ils vont se faire rouster. Boum, ils ont une victoire qui leur permet de remonter. Ouais. Et voilà, ils restent dans. Donc, ça reste des combattants ultra dangereux, mais ils ont pas ce qu'il faut pour avoir le Graal. Ouais. Alors après, c'est deux immenses stars, hein, les frères Diaz. De toute façon, ils ont pas eu besoin d'être champions pour être des véritables stars. Peut-être un petit plus pour Nate Pour parce Nate, que qui a battu Connor. il a battu Connor d'une part et il a fait le coup de genou sauté. Non mais je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Mais Ah ça non, va, c'est Masvidal. Mais mais qu'est-ce ça que va tu pas. racontes? Mais je suis fatigué. Eh, c'est un truc de dingue. Je dis vraiment n'importe quoi. Non, non, Nate, le truc qu'il a fait décoller, c'est la victoire contre C'est la Connor. victoire contre Connor. Bah oui. Et non, et après, il a affronté Masvidal justement de par ça, parce que c'était de gros stars. Mais effectivement, en fait, c'était un des une des personnes en fait que tu voulais affronter si tu voulais avoir ton gros chèque en fait, tout simplement. Donc, ce qui n'était pas forcément le cas pour Nick. Nick était enfin, une star, mais il n'y avait pas ce truc où si tu l'affrontes, t'avais le Graal derrière, c'est-à-dire t'avais les points pay-per-view énormes, quoi, tu vois. Maintenant, Nick, à l'époque où il combattait, c'était encore moins bien payé. Tu vois, ça n'a rien à voir. C'est vrai. En termes de star power, ça n'a rien à voir. Ouais. Nick, il a quand même eu son gros combat contre Anderson Silva. Mais bon, le combat, malheureusement, il est tombé à l'eau, dans le sens où c'était affreux ce combat. C'était Mm. le retour de la blessure d'Anderson Silva, où tout le combat, il a tourné, en fait. Ouais. T'as même Nick Diaz qui s'est allongé au sol en lui disant viens. Donc ça aurait pu lui donner une belle notoriété, parce qu'Anderson Silva, c'est une méga star. Et malheureusement, ça n'a rien donné. Et puis après, on sent que Nick, il était là sur la fin de sa carrière, il veut plus y aller. En Oui, fait, on sent qu'il y va pour les mauvaises raisons. bah, c'est ça. C'est le combat qu'il avait fait contre Robbie Lawler, on en a parlé. Enfin, non, il avait plus rien à faire dans cette cage. Vraiment, pour le coup, il y avait plus rien à faire là. Ouais. Donc bon. Mais Euh, j'ai pas de préféré. Personnellement, j'ai pas de préféré parce que, comme tu as dit, les deux, je les mets dans la même continuité. C'est une entité à part entière, les frères Diaz. c'est Ils ont, vrai. ils ont le même style de combat, ils ont la même mentalité, ils ont les mêmes, tu sais, le même trash talk. C'est les mêmes en fait. Ils ont Donc presque tu le peux même pas prénom. différencier. Ils se ressemblent. Ouais. Ouais, ils ont presque le même prénom. Des fois, tu dis Nick, Nate, putain, c'est lequel des deux? Tu sais, c'est vraiment, c'est vraiment ça. C'est voilà, comme tu as dit, c'est une entité, c'est les frères Diaz. Tu vois, C'est c'est ça en vraiment. fait. C'est pas comme si tu comparais Fedor et son frère, tu vois. Dans Oui, le style, c'est pas pareil. Dans le chemin de vie, c'est pas pareil. Tu peux avoir une préférence. Là, les deux, c'est les mêmes. oui, et c'est ça qui est drôle d'ailleurs, c'est que même si Nick a arrêté depuis des années, en fait, on continue. En fait, Nate n'a jamais pu se dissocier de l'image de son frère. C'est vraiment ça. Ça a toujours été les frères Diaz, vraiment. Donc ouais, tu peux pas en fait avoir un préféré quand c'est une entité qui est si forte, quoi. Enfin, en tout cas, pour moi, et je pense pour toi aussi. Ouais. Donc, Ouais. euh, donc bon. Donc voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que la réponse t'aura convenu. Alors, ouais, c'est vraiment ça. Je pense que l'auditeur qui nous a posé la question est vraiment fan des deux. Donc je sais pas comment tu vas prendre le fait surtout pour le niveau de grappling. Mais après, voilà, on parle avec honnêteté. Il y a des mecs beaucoup plus forts. Que ça soit à l'UFC ou que ça soit même dans le MMA. Là, on voit encore Gary Tonon, la performance qu'il a fait encore au One là, le week-end dernier. Franchement, c'est voilà, c'est meilleur, par exemple, que ce qu'ont fait les Diaz dans toute leur carrière, quoi. Cette attaque de clé de genou sur un samboïste de cette manière-là, enfin, tu sais, ou même le contrôle qu'il a fait avant, enfin, tu sais, tout le travail qu'il a fait au sol, même dans le premier round, c'est un autre niveau, quoi. C'est un autre niveau. Donc voilà, mais ça n'empêche pas que ça reste quand même des bons combattants, très bons combattants et avec un très bon sol. Mais encore une fois, c'est le côté nonchalant.
que ça soit en boxe ou que ça soit au sol, en fait, ils sont nonchalants. Ils ont ce côté un peu je m'en foutiste. Et ça se ressent dans le sol, ce qui fait que derrière, ils ont du mal à finaliser aussi. Si peut-être que s'ils avaient été plus, moins je m'en foutiste, mais plus jusque boutiste, ils auraient peut-être eu une autre carrière. Pour le coup. On le saura jamais. Et nous ne le saurons jamais parce que les deux ont arrêté. Donc, voilà. Bon, bah voilà. Donc, le prochain, on va le faire dans 2 semaines. Donc, il y aura encore d'autres actualités. Entre-temps, il y a le podcast qui va sortir, donc comme je vous ai dit, le 24, donc la semaine prochaine, pour l'analyse justement de Poirier-Guedji. On n'a toujours pas tourné et je ne sais pas si on arrivera à le faire O'Malley contre Sterling. On va voir, on va essayer de s'organiser, on va essayer de faire ça. Donc voilà. Et puis, je vous ai dit, on est en mode dégradé. Il faut nous excuser aussi. Voilà. On a la tête dans le guidon depuis longtemps et ça fait du bien aussi de faire une petite pause, d'être un peu plus cool sur les podcasts. Et donc voilà quoi. Mais sinon, abonnez-vous, likez, commentez. N'hésitez pas à réagir et à rebondir sur les actus. S'il y a des choses que vous voulez rajouter ou des avis à donner, n'hésitez pas. Donc, les 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Donc voilà, cloche des notifications. La totale, comme d'habitude, de toute façon, vous savez, c'est répétitif, mais c'est parce que on aimerait bien. Bah ouais, on aimerait bien avoir un peu plus d'abonnés. C'est toujours ça fait du baume au cœur, ça nous aide à continuer. Donc surtout qu'il y a des podcasts qui s'arrêtent au fur et à mesure. On a eu l'arrêt d'Octogone, il y a je crois que c'est Culture MMA, je t'ai dit. Non, c'est pas Culture MMA. Je t'ai dit quoi la dernière fois? Fréquence non, MMA? non, Fréquence MMA, je sais pas, on m'a dit qu'il songeait peut-être à arrêter, mais il y en a un autre là. Je t'ai dit, c'est ça, c'est pas Culture MMA? Peut-être. Bref, enfin en tout cas, voilà, il y a des podcasts qui s'arrêtent. C'est pas évident hein, de maintenir un podcast sur le long terme et d'être disponible, de jongler avec tout ce qu'on a à faire à côté. Donc c'est bien. Nous, ça nous fait kiffer, mais voilà, donnez-nous un peu de force, comme ça nous aide à tenir. Et c'est ce que vous faites très bien d'ailleurs chaque semaine en fait, après chaque podcast. Bon, bah on a fait le tour. Je pense qu'il nous reste plus qu'à souhaiter une bonne journée. Ou une bonne soirée. En fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!